Plus le temps passe, plus il y a des indicateurs qui montrent que quasiment tous les investisseurs sont dans le même sens, celui de la hausse. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci d'être là. Tout montre selon vous, et il y a plein d'indicateurs, plein de chiffres qui vont dans ce sens, mais justement qu'il n'y a plus qu'un one way, un seul sens sur les marchés, c'est celui de la hausse. Tous les clignotants, ils sont orientés de la même façon aujourd'hui? Oui, oui. Bon, alors, même plus que jamais, mais c'était le cas il y a quelques mois, mais encore plus que jamais aujourd'hui. On ne va pas enfoncer des portes ouvertes. Il y a être tous dans le même sens, et puis il y a être totalement tous dans le même sens. Quelque chose qui se produit, allez, 1 ou 2 fois par siècle. La conjonction d'indicateurs bullish, elle est sans équivalent depuis la période, on va dire, octobre 99, mars 2000. Il y a quand même une différence énorme, c'est qu'à l'époque, tous les indicateurs sur lesquels on va donc Oui, on va les donner, évidemment. On va les donner. Bah, oui. À l'époque, c'était, si je veux dire, autofinancé, c'est-à-dire que c'était les gens qui arrivaient en bourse avec leur argent. Et fin 99, début 2000, l'endettement des États-Unis était quelque chose de l'ordre de 7 000 milliards. 7 000 milliards. On a franchi la semaine dernière, début avril, en fait, on a franchi la barre des 28 000 milliards d'endettement. Multiplication par 4 en 20 ans. Donc, depuis déjà 12 ans, la hausse des marchés est alimentée par l'endettement. Alors, par une certaine tendance à la décrue des taux, ce qu'on n'avait évidemment pas en 2000, donc on ne peut pas comparer. On nous dira qu'en 2000, les taux étaient à 5-6%. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, ils sont à 0, voire carrément bien négatifs par rapport à l'inflation, puisqu'aux États-Unis, on a des indicateurs qui tournent entre 1,7 pour les prix à la consommation et plus 4 maintenant en rythme annuel pour les prix à la production. Les taux sont toujours à 0 officiellement et le 10 ans est à 1,60. Donc si on fait un mix entre la croissance américaine anticipée en 2021, qui est de 6,5, une inflation qui pourrait atteindre les 3, et Jérôme Powell n'est pas le seul à le dire, Robert Kaplan également. Donc la moyenne de la croissance plus de l'inflation, c'est quelque chose qui tourne autour de 9,5, voire 10. Autrement dit, le taux neutre, historiquement, et ce qui était le cas déjà en 2000, le taux neutre devrait être de 5%, compte tenu des anticipations qu'on a. Voilà. Le taux neutre, c'est le taux qui ni stimule, ni freine l'économie américaine. C'est ni accommodant, ni restrictif. Donc, on en est loin. 165 points de base sur le 10 ans par rapport à un taux neutre à 500 points. On est loin. On a fait le tiers du chemin. Très, très loin. Donc, les taux sont extrêmement favorables. Ils ne l'étaient pas en 2000, on est d'accord. On peut comparer, par rapport à la bulle, on va donner les indicateurs qui montrent que tous les marchés sont dans le même sens, mais au niveau de la bulle Internet de l'an 2000, on y est ou pas quand on regarde les mêmes indicateurs de valorisation? Alors les indicateurs de valorisation sont moins élevés en ce qui concerne le Nasdaq. Ils sont au moins aussi élevé en ce qui concerne le S&P. Alors, je vais vous donner les 2 principaux indicateurs. Donc, le plus alarmiste, qui est le ratio de Shiller, qui indique 36,7. Bientôt, d'accord. Ratio de capitalisation des bénéfices. Sur les bénéfices. Donc, quand on va atteindre les 38 ou les 39, là, on aura vraiment de la fièvre, je pense. Et le calcul... Shiller, quelle différence Shiller entre le PER classique et le PER de Shiller? Alors, le Shiller est calculé sur les 5 dernières années. On lisse les bénéfices. On lisse les bénéfices, alors que le deuxième que je vais vous citer, qui est à 23,5, donc 36 à 23,5, vous dites, oh là, quand même une différence de près de 50%. Ouais, c'est de 50%. Parce que là, c'est des bénéfices lissés sur 15 ans. Donc, si on est vraiment très hédoniste et qu'on ne veut pas effrayer le chaland, on va lui dire c'est 23,5. Et si on veut vraiment faire peur et dire, voilà, on est très au-delà de 1929. On parle du ratio du cours sur bénéfice par action. On est très au-delà, si on fait un calcul à rebours avec le Shiller, on était à 30,5 à l'été 29 et on est à 36,7. Et 36,7, c'est exactement 2 fois la moyenne historique du Shiller. Donc, oui, mais les taux n'étaient pas à 0 aussi, il faut voir ça. Les taux d'intérêt n'étaient pas à 0. Voilà, on en revient toujours à cette comparaison. Les taux n'étaient pas à 0, mais l'endettement des États-Unis, et en fait toute la hausse des marchés financés à crédit,
l'endettement multiplié par 4 depuis l'an 2000 et on a rajouté quand même 10 000 milliards depuis fin 99. C'est hallucinant, 10 000 milliards. Enfin, donc, voilà. Donc les marchés fonctionnent avec ce carburant qui est la liquidité, voire l'hyper-liquidité. Ouais, dans les autres ratios, enfin indicateurs qui montrent effectivement que les investisseurs sont tous acheteurs, on a ce ratio capitalisation de Wall Street rapporté au PIB et on est à 200%. C'est du jamais vu, inédit. 200,5%. Même au pire de la bulle au Japon dans les années 80, fin des années 80, on n'était pas sur ce niveau-là. Non, au Japon, avant qu'elle n'éclate, à la fin des années 90, c'était à peu près comparable à la bulle Internet où on avait atteint 140% de capitalisation à Tokyo et à Wall Street. Et quand je parle des 140% de capitalisation, c'est pas le Nasdaq tout seul ou c'est pas le S&P 500, c'est toutes les valeurs américaines. Donc c'est le Wilshire 5000. Voilà. Donc pour comparer ce qui est comparable, aujourd'hui la capitalisation du marché américain est exactement 47% au-delà du précédent record de 2000. Tout ça avec un VIX qui plonge. L'indicateur de la peur, la perception du risque futur est au plus bas, revenu à son niveau pré-crise aux États-Unis, on est autour de 18%. 18, exactement. On a fait 18,02 au plus bas le 9 avril, après que on se soit demandé longtemps si on arriverait à redescendre en dessous de 21. Puis une fois qu'on a cassé les 21, pouf. Le plus bas, il est où? Le plus bas, il est quoi? Il est à 15, à 12? Non, il est à 9. À 9, waouh. Voilà. Et c'était quand ça? Et ça, c'était à l'été 2019. Ouais. Voilà. Et il y a eu une longue période d'ailleurs, hein, on a flirté avec les 8,5, les 10, etc. Bon, c'était lorsque la Fed a commencé à réduire ses taux. Voilà. Donc on était dans des circonstances, on était vraiment dans l'anticipation de Après, de taux. Il y a un autre chiffre, 570 milliards de dollars. Ce sont les flux qui sont investis sur les actions à l'échelle de la planète. Ben, c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a du volume, ça ne monte pas dans le vent, c'est une bonne chose. En 5 mois. Oui, en 5 mois, pardon. Alors que 5 mois de quand à quand? Juste depuis novembre. Novembre. En fait, en 5 mois, il s'est investi 25% de capitaux en plus que sur les 144 mois précédents. C'est-à-dire sur 12 ans, quand on fait le solde des entrées et des sorties, etc., de Wall Street, on était à 400. Ben oui, mais s'il y a plus de liquidité, il y a plus d'argent. Oui, mais il y a plus de liquidité des banques centrales, donc il y a plus d'argent qui circule. Mais là, la déferlante est extraordinaire. Plus d'argent investi en 5 mois. C'est le nouveau monde, Philippe. Hein. On a changé de siècle. C'est un nouveau monde, effectivement. Et comme je le disais, on est passé de 18 000 milliards d'endettement pour les États-Unis fin 2019 à 28 000 milliards. Donc, on voit que clairement. Mais ça ne veut pas dire qu'on est à la veille d'un crack. L'argent inflate les bulles d'actifs. Tout ça ne veut pas dire qu'on est pour autant à la veille d'un crack. Mais c'est juste que tous les indicateurs montrent que tout est très cher, tout est très haut et que la confiance est de retour. Voilà. Donc, on va dire qu'on est dans une situation qui est assez comparable en termes techniques au sommet de la bulle des dot-com en 2000, sauf qu'en 2000, il y avait un élément qui aujourd'hui, enfin on en a pris conscience avec la faillite d'Archegos, c'est qu'en plus d'avoir tous les indicateurs dans le même sens, c'est-à-dire l'indice du stress au plus bas, les flux rentrants au plus haut. Le ratio call-put aussi, on n'a pas dit. Le ratio call-put. Expliquer en 2 secondes. Voilà, disons qu'un ratio équilibré, c'est environ 50-50. Entre ceux qui achètent des options d'achat et des options de vente pour parier sur la hausse ou se protéger contre la baisse. Et là, de nouveau, on dérive au-delà de 60 pour les faveur calls de la hausse. Et contre 30, 38, 39 pour les puts. Donc, pour en revenir à cette différence, c'est que en 2000, vous aviez beaucoup de particuliers qui étaient en levier, qui venaient acheter les dot-com. Oui. Là, vous avez... Ils achètent Tesla aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils achètent Tesla, mais c'est surtout les institutionnels qui prennent énormément de leviers. On l'a vu avec Archegos. Au départ, on s'est dit, est-ce qu'ils ont fait x5? Non, ils ont fait x8. Ah non, ils ont probablement fait x10. Donc la question, c'est combien y a-t-il de fonds de type Archegos qui, avec une certitude qu'il n'y a qu'un sens dans le marché, et avec tous les voyants techniques au vert, qui a été chercher le levier le plus élevé, puisqu'il y a zéro risque. Ou apparemment, il y a zéro risque. Donc si vous avez des dizaines, des centaines d'Archegos qui sont en levier 10,
entre 5 et 10. Ça veut dire qu'en fait, le marché a une exposition notionnelle qui est absolument colossale. C'est-à-dire que les 570 milliards investis, ce n'est peut-être que la partie de l'iceberg. C'est-à-dire que vous avez 570 milliards d'argent de particuliers ou de family office qui viennent, mais une fois que cet argent est placé, quel est le levier qui est adopté ensuite? Ce qui est absolument colossal. Donc si on était sur un levier 5 pour tous les institutionnels type hedge fund qui ne sont pas vraiment régulés par les banques centrales, on pourrait avoir beaucoup plus que 200% finalement de ratio capitalisation sur PIB. On est peut-être à, je ne sais pas, 400%, 450%. Je ne connais pas le chiffre, mais en prenant une hypothèse d'un levier 2,5, je pense que je suis extrêmement conservateur. Autrement dit, il ne faut pas qu'il y ait de couac sur la croissance. C'est ça, et on finit là-dessus. C'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait tout ça plaide pour qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles sur la croissance, sur les profits des entreprises. Mais en même temps, on les attend en hausse très forte cette année. Oui, absolument. Les derniers chiffres qu'on a, les dernières estimations pour le premier trimestre 2021, ça serait une hausse de 23,5% par rapport au premier trimestre 2020. 23,5 c'est bien. Sauf que le S&P, alors je prends le 31, bien sûr, le 31 mars 2020, je ne prends pas le plus bas, je prends vraiment ce qui est comparable, c'est-à-dire où était le marché à la fin du premier trimestre 2020. Le S&P a pris exactement 67% depuis le 31 mars 2020 et le Nasdaq plus 75%. Et là, on est en train donc de regarder un petit peu la situation de chaque secteur et de chaque action. Et là, on découvre que 96% des composantes du S&P sont au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. Ça ne me parle pas du tout, ça. Alors, disons que lorsqu'on est au-dessus de la moyenne mobile ou qu'on a 50% des actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, c'est-à-dire 4 ans, c'est une moyenne longue de 4 ans, on dit que là, vraiment, la tendance là, commence à devenir vraiment forte. La tendance haussière devient vraiment forte. 98% des boîtes 96 et quelques. Depuis de quel indice du S&P 500. Voilà. Pour le Nasdaq 100, on est également autour de 96-97% des composantes. Pour les valeurs financières, on est à 100%. Pour les valeurs énergie, on est à 100%. Ok, on comprend l'idée. L'idée, c'est derrière, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises nouvelles. C'est ça. Si vous voulez, si vous êtes à 100%, alors qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté ou qui ne survivent que grâce au roulement de leurs dettes et grâce à la Fed qui va racheter des émissions obligataires qui sont extrêmement fragiles, vous ne pouvez pas, il n'existe pas 96% de valeur du S&P ou du Nasdaq qui se portent bien. Vous avez d'ailleurs plus de 40% d'actions qui ont terminé l'année 2020, qui s'est bien terminée, mais qui perdaient de l'argent. Donc comment toutes ces valeurs qui perdent de l'argent peuvent être au-dessus et voire planer à des années-lumière au-dessus de leur moyenne mobile, puisque l'on a des écarts qui vont jusqu'à 50% au-dessus de la moyenne mobile pour certains secteurs. Donc ce one-way du marché peut très bien se poursuivre, mais là ça commence à devenir assez tendu. Il faut reconnaître que là aujourd'hui, si on fait la liste de tous les voyants, ils sont tous au vert, mais il y a un moment où ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire, parce qu'il y a tellement d'endettement sous-jacent, puisque c'est la création monétaire qui a permis de tirer les marchés vers le haut. Ensuite, vous avez des leviers, on l'a découvert avec Archegos. Donc, il faudrait, si vous voulez, pour que les valorisations actuelles soient soutenables, il faudrait qu'au minimum, jusqu'en 2023, donc les taux restent à 0. Possible. Avec une inflation à 3% ou 3 et quelques. Oui, mais bon, je pressens que le 10 ans américain, il n'a qu'à peine commencé son ascension. Donc il faudrait que la croissance soit supérieure à 6% jusqu'en 2023. On anticipe 3,8 à 4% de hausse sur du PIB américain. En 2022. Voilà, et c'est inférieur pour l'Europe. Donc, imaginez, on price déjà du 6, 6,5 alors qu'on en aura probablement pas plus de 4. Et il faudrait qu'en plus, les entreprises, et toutes
les entreprises voient leurs bénéfices annuels progresser de au moins 40% pendant 3 ans. Par an ? Par an. 40% pendant 3 ans. Et alors, et seulement alors, le S&P retrouverait ses niveaux de valorisation, tenez-vous bien, de l'été 2007, quand il était déjà à son précédent zénith. Ouais. Voilà. Donc, il faut une conjonction de miracles... Pour justifier les niveaux de valorisation. De miracles conjoncturels, effectivement, pour justifier ça, et en espérant que la bulle obligataire n'explose pas entre-temps. Voilà, on n'y est pas encore non plus. Merci beaucoup. Point de vue signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe.